Alors, être aligné avec sa vision et ses valeurs, on est tous d'accord que c'est un principe de vie et aussi d'entrepreneuriat qui est très fort. Et je me suis dit que pour aujourd'hui, nous allions prendre le principe totalement à l'inverse et se poser la question, mais comment est-ce que je peux faire pour être totalement désaligné avec ma vision et totalement désaligné avec mes valeurs et donc totalement malheureux comme un pou. Et j'ai choisi de travailler sur trois principes fondamentaux, trois trucs à faire absolument pour vraiment être ultra malheureux dans sa vie, au nom pourtant de valeurs qui sont élevées. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais qu'on regarde quelles sont les définitions du mot valeur. Et pour ça, j'ai été chercher dans le petit Robert qu'est-ce que c'est la définition de la valeur. Et alors, ce qui est super rigolo, c'est que Robert nous dit dans sa première ligne, la valeur, c'est ce en quoi une personne est digne d'être aimée. Il y a même une petite flèche qui renvoie directement vers la définition du mot mérite. Donc là, on parle, quand on parle de valeur, on parle d'estime de soi. Premier indicateur qui est déjà très important. Deuxième définition de Robert, c'est la qualité de ce que produit l'effet souhaité. Donc là, deuxième information importante, au nom d'une valeur, on va parler de conséquences, on va parler de ce qu'on expérimente au quotidien dans notre vie. Deux informations qui sont très importantes. Les valeurs sont liées à l'estime qu'on se porte à nous et sont en relation, en tout cas, ont des effets, ont des conséquences sur notre bien-être et donc sur notre bonheur et donc, comme je le disais dans le titre, sur notre malheur. D'un point de vue étymologique, le mot valeur vient du latin qui veut dire virtus. Virtus, c'est la vertu, la force morale, la force de l'âme, la vaillance, le courage. Ça vient du cœur, hein, on est d'accord, hein, c'est bien dur comme il faut. C'est aussi dérivé du latin qui veut dire homme, mari, époux, homme de courage, et là, attention, homme de cœur. Donc on va y trouver quand même un peu de, de souplesse et d'amour là-dedans. Mais donc la valeur vient quand même étymologiquement de quelque chose qui parle de force, qui parle de vaillance, qui parle de courage, qui parle de masculinité énormément. Et tu m'étonnes que beaucoup de personnes sont malheureuses au nom de valeur, puisque en fait, il y a cette notion de quelque chose qui est très fort, très dur et parfois même très figé. Alors pourquoi est-ce que en fait, c'est si important de vivre une vie où on est en accord avec nos valeurs? On l'a dit tout à l'heure parce que c'est lié avec l'estime et donc l'estime qu'on se porte à nous-mêmes et donc au fin fond, on en arrive toujours à ça, à l'amour qu'on se porte à nous-mêmes et que donc quand il y a un écart entre les valeurs qu'on prône et ce qu'on vit réellement dans notre quotidien, ben, ça craint du boudin. Ça craint du boudin pourquoi? Parce que dans certains cas, on va se replier sur soi et retourner dans notre grotte. Dans d'autres cas, on peut vivre de grosses frustrations au quotidien. Et puis, si on a plutôt une tendance à pas se replier sur soi euh, quand on se sent malheureux, mais au contraire à sortir la douleur à l'extérieur, eh ben, on va avoir tendance à exploser facilement sur les autres. Dans tous les cas, quand il y a un écart entre les valeurs qu'on prône et quand il y a un écart entre les valeurs qu'on prône et ce qu'on expérimente au quotidien, eh bien, ça induit forcément la naissance d'émotions qui ne sont pas confortables. Alors que quand on est aligné entre les valeurs qu'on prône et ce qu'on expérimente au quotidien, on va pouvoir ressentir des émotions beaucoup plus agréables comme de la joie, de l'enthousiasme, de la paix intérieure, du contentement, du bonheur, bref, tout un panel d'émotions qui, elles, vont plutôt nous tirer vers le haut et
clairement, c'est ce qu'on aimerait pouvoir tous ressentir le plus possible. Alors, plutôt que de regarder sous le prisme de qu'est-ce qu'il faut faire absolument pour être en accord avec nos valeurs, eh bien, on va d'abord regarder à l'inverse. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour être en total désaccord avec nos valeurs et pour être malheureux comme des poux toute la vie. C'est parti. 3 éléments. Numéro 1. Pour être absolument sûr de ne pas être en accord avec ses valeurs et être ultra malheureux, il faut absolument attendre des autres qu'ils respectent nos valeurs de la manière dont on a décidé. Alors que pourtant, on est des millions et des millions sur Terre et pour une même valeur, eh bien, chacun a sa propre façon en fait de répondre à ses attentes par rapport à ces valeurs-là. En fait, en clair, chacun a ses propres règles qui permettent de dire si oui ou non il vit en accord avec cette valeur-là. Et donc, si nous, on attend que les autres vivent en accord avec nos valeurs à nous, et qu'en plus, on attend des autres qu'ils vivent en accord avec nos valeurs à nous, selon nos règles à nous, il y a 100% de chance d'être déçu. Exemple. C'est un exemple qui m'a été donné par mon amie Cécile Gilbert Kawano, avec qui je forme les Equicoach à l'approche EponaQuest. Comme ça, je rends à César ce qui est à César, c'était son histoire. Et dans son histoire, on va imaginer qu'il y a 2 personnes. Il y a une femme qui s'appelle Sarah et un homme qui va s'appeler Germain. Sarah et Germain sont invités à un repas. Et tous les deux ont la même valeur qui est l'écoute de l'autre. Et donc, Sarah, elle, pour écouter les autres, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste en silence et elle laisse les autres s'exprimer. Et donc, quand notre ami Germain parle au cours du repas de sa vie, de ses expériences, de ce qu'il fait, tout ça, eh bien, Sarah écoute très attentivement, sans poser une seule question. Sauf que notre ami Germain commence à avoir des réactions un petit peu bizarres. Parce que Germain, il commence à se dire, mais en fait, elle ne me parle pas, elle ne me répond pas, on dirait qu'elle n'a aucune réaction. Je dois sûrement être en train de la saouler avec mes histoires et peut-être temps que j'arrête de parler. Et notre ami Germain, lui, qui du coup se sent pas très à l'aise avec les réactions de Sarah qui ne dit rien quand il parle, commence à poser des questions à Sarah pour lui demander, elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et puis hop, il rebondit sur les sujets sur lesquels il était en train de parler, parce que visiblement, comme ça n'avait pas l'air de l'intéresser, il va arrêter de parler, il va proposer autre chose. Et donc, Sarah se met, elle, à parler de ce qu'elle fait dans la vie, de ses expériences, etc. Et notre ami Germain, qui lui a une autre vision de ce que c'est que d'écouter les personnes, il est très intéressé et il veut montrer qu'il est très intéressé par ce que Sarah raconte. Et donc, il commence à lui poser des questions. Ah, tiens, c'est super, tu me dis que tu travailles dans les pommes de terre. Il y a combien de types de pommes de terre et puis, tu as travaillé dans quel domaine avant tiens, c'est super, tu travailles dans l'industrie, mais est-ce que tu as travaillé déjà dans l'agriculture avant? Est-ce que tu étais chez les fermiers? Tout ça, tout ça. Et notre amie Sarah a l'impression qu'elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ses phrases, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer pleinement, puisque à chaque fois qu'elle essaye de parler, Germain arrive avec, paf, une nouvelle question. Elle n'a même pas fini ce qu'elle voulait dire, paf, Germain arrive avec une nouvelle question. Et donc se passe une espèce d'incompréhension totale entre Sarah et Germain à table, qui se disent, putain, super, merci, franchement, en fait, il ne s'intéresse pas du tout à moi, l'autre. Et voilà, ce qui se passe en fait, c'est que Sarah et Germain ont 2 règles différentes et qu'ils s'attendaient à ce que les autres aient les mêmes règles alors qu'ils partagent la même valeur. Donc pour Sarah, pour écouter pleinement les gens et pour leur permettre de se sentir écoutés et donc reconnus et connectés, eh bien, elle écoute attentivement, en silence. Alors que Germain, lui, pour permettre aux gens de se sentir pleinement écoutés, eh bien, il pose des questions.
Ce qui fait que Sarah, elle, s'est sentie coupée, qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses idées. Et pour d'autres personnes, ce sera peut-être d'autres choses qui vont émerger. Pour une autre personne que Sarah, eh bien, peut-être que si Germain posait des questions, elle se sentirait envahie dans son espace personnel à devoir donner des informations dont elle n'a pas du tout envie de parler. Donc voilà ce qui peut se passer quand on pense que tout le monde déjà doit partager les mêmes valeurs que nous, mais qu'en plus, si on partage les mêmes valeurs, tout le monde doit respecter les mêmes règles que nous. C'est incompréhension garantie dans 100% des cas, puisqu'on est les seuls à avoir ce groupe de valeurs qui nous permettent de déterminer comment expérimenter la valeur écoute. Deuxième façon d'être malheureux comme un pou, 100% des cas, c'est quand une valeur devient un dogme. En fait, on l'a vu tout à l'heure dans la définition, c'est très dur, finalement, l'étymologie du mot valeur. Et en fait, quand on devient dogmatique, ça veut dire qu'on devient figé dans le temps. Ça veut dire qu'on devient inflexible vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis des autres et dans le temps. C'est-à-dire que ça doit être toujours respecté comme ça, de cette manière. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que quand on devient dogmatique au nom d'une valeur, on finit par devenir nous-mêmes l'opposé de la valeur que pourtant on prône. Je vous donne un exemple. C'est très flagrant avec la valeur de l'humilité. Quand on a cette valeur de l'humilité et qu'on devient très dogmatique vis-à-vis de ça et qu'on ne se remet jamais en question et qu'on ne laisse pas la porte ouverte à ce que les autres aient des règles différentes par rapport à l'humilité, eh bien, on finit par dire au nom de l'humilité, je me rends compte que telle personne ne respecte pas mes règles qui définissent ce que c'est que l'humilité. Et donc, je commence à les juger et à dire qu'en fait, ce sont des personnes qui se la pètent et à dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas humbles. Et quand on juge les personnes en disant d'elles qu'elles ne sont pas humbles, on se positionne au-dessus de ces personnes et donc, logiquement, on devient l'opposé de humble, on devient jugeant, on devient quelqu'un qui se positionne au-dessus des autres, on devient quelqu'un qui se la pète et qui dit que les autres sont nuls et que nous, on est les meilleurs. Et on devient exactement le contraire de ce qu'on prône, on devient exactement le contraire de ce qu'on veut vivre. Et puis, si en plus on n'est pas responsable et qu'on ne fait pas ce travail de remise en question, de poser de la conscience dessus, et ben on va devenir très malheureux parce qu'on est très jugeant et du coup, on crée un clivage entre nous et les autres. Parce que les autres n'ont pas envie de venir, parce que chez nous c'est figé, parce que chez nous ils se sentent jugés, parce que chez nous ils se sentent jamais assez bien, parce que chez nous ils se sentent jamais accueillis pour qui ils sont. Et on finit par être malheureux avec nous-mêmes aussi, parce que forcément on sent bien qu'il y a un écart et qu'on est en train de devenir, nous, le contraire de humble, qu'on est en train de devenir jugeant. Troisième façon d'être malheureux comme un pou, eh bien, c'est d'avoir, on a parlé de règles, de comportements, de choses qu'on attend pour expérimenter un accord entre une valeur et ce qu'on vit vraiment dans le quotidien. Eh bien, une façon d'être absolument malheureux, c'est d'avoir des règles, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, qui sont des règles à la con qui ne dépendent pas de nous directement. Exemple, avec une autre valeur. On va plonger maintenant dans le monde professionnel et on va imaginer que tous les jours, on va appeler cette personne, on va l'appeler comment? On va l'appeler Julie. On va imaginer que Julie travaille dans une équipe de 4-5 personnes au travail, dans un petit bureau, il y a 4-5 personnes qui travaillent là-bas. Et tous les jours, elle va au travail et elle a une valeur forte de soutien mutuel qui est d'ailleurs aussi une valeur forte pour l'équipe. Et donc, Sarah, tous les jours, va au travail et pour elle, le soutien mutuel, ça veut dire, eh bien, tous les jours, comme en plus, il n'y a pas beaucoup de monde dans mon équipe,
je vais prendre le temps de connecter avec les personnes qui sont dans mon équipe et puis leur demander comment ça va et leur demander s'ils ont besoin d'aide pour quelque chose. Et du coup, Sarah, elle fait ça tous les jours. Sauf que Sarah, elle a aussi une règle à la con. Elle a déjà fait un travail personnel, donc elle s'est déjà rendue compte qu'elle ne pouvait pas attendre des autres qui fassent exactement ce qu'elle, elle fait pour eux. C'est déjà pas mal. Sauf que Sarah, elle a une règle à la con qui est que pour se sentir, elle, soutenue, puisqu'on a parlé de respect mutuel dans cette valeur, pour se sentir, elle, soutenue, eh bien, il faut qu'au moins une fois par jour, quelqu'un de son équipe ait fait la même chose pour elle, soit venu la voir et lui demander si elle a besoin d'aide. Et donc, quand ça ne se passe pas comme ça, Sarah, elle rentre chez elle et elle ne se sent pas bien. Et puis, si ça ne se passe pas comme ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, elle va commencer à se poser des questions sur la valeur de ses collègues, sur le fait que ses collègues, peut-être pour certains, elle va dire en fait, c'est que des égoïstes, ils pensent qu'à eux, qu'à leur carrière. Ou alors elle va commencer à se dire l'ambiance elle est pourrie dans cette équipe, en fait le soutien mutuel c'est des mots, et puis finalement on n'en parle pas, et elle va commencer à se poser des questions même de quitter cette équipe, voire de quitter cette entreprise. Simplement parce que elle avait une règle qui disait que pour que moi je me sente bien, eh bien il faut absolument que quelqu'un à l'extérieur fasse l'effort de venir me voir et me demande si j'ai besoin d'aide au moins une fois par jour. Sauf que selon les circonstances, les personnes vont pas le faire. Parce que peut-être il y a des situations qui sont stressantes, parce que peut-être au travail, parce que peut-être ils ont beaucoup de travail à faire et que du coup, ils prennent pas le temps d'aller demander. Parce que peut-être que certains membres de l'équipe, en fait, partagent cette même valeur, mais pour eux, la façon pour eux de respecter cette valeur-là, c'est de se dire, si quelqu'un vient me demander de l'aide, alors je me rends disponible et puis je le fais, mais ils n'ont pas cette notion d'aller vers l'autre pour demander. Et donc, du coup, notre amie Julie, je pense que j'ai dit Sarah tout à l'heure, notre amie Julie est malheureuse comme un pou parce que tous les jours, il n'y a pas quelqu'un qui vient la voir. Et en plus, si on est dans des contextes qui sont particulièrement stressants, si les personnes autour d'elle sont particulièrement stressées, ils vont forcément se replier un peu plus sur eux et ils vont encore moins avoir cet élan de venir la voir. Et donc, son besoin qu'on réponde à cette règle ne sera jamais atteint, jamais reconnu, jamais, on n'y répondra jamais. Donc voilà en quoi c'est hyper important en fait de se poser la question, j'ai des valeurs, très bien, mais c'est quoi mes règles qui me permettent de me sentir et d'expérimenter un accord tous les jours? Qu'est-ce qui doit se passer pour que je puisse être en accord avec ces valeurs-là? Et ces valeurs-là, en fait, à quels besoins elles répondent déjà? Ces règles-là, à quels besoins est-ce qu'ils répondent? Et est-ce qu'ils dépendent de moi ou pas? Parce que les autres, on ne peut pas les contrôler. Parce que notre environnement ne peut pas le contrôler. Les seuls trucs qu'on peut contrôler, c'est nous. Donc voilà, on va récapituler les 3 règles à la con pour être sûr d'être vraiment très très malheureux. La première, c'est d'attendre des autres qu'ils respectent nos valeurs et qu'ils respectent nos principes et nos règles en accord avec cette valeur. Donc de ne pas accepter que les autres ont leur propre vision du monde, clairement. Deuxième élément pour être sûr d'être malheureux comme un pou, c'est de faire de nos valeurs des dogmes et du coup de devenir extrêmement moralisateur et totalement figé vis-à-vis des autres et jugeant vis-à-vis de nous-mêmes. Et la troisième façon d'être ultra malheureux, c'est de définir des valeurs qui ne dépendent pas directement de nous, parce que ça, on peut le maîtriser, on peut le changer, on peut le contrôler, mais qui dépendent de notre environnement, qui dépendent aussi des autres personnes, en tout cas qui dépendent de tout, sauf de ce que nous, on peut faire, sauf de ce que nous, on peut être. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui est possible de faire pour être malheureux, on va aller regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le contraire, pour retrouver de la paix intérieure, retrouver de la joie, retrouver de l'enthousiasme. Et pour ça, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres solutions.
que de faire un travail d'introspection personnelle. Et on va regarder ça ensemble. Alors, pour retrouver de l'accord et expérimenter une vie en accord avec nos valeurs, voilà un petit exercice que vous pouvez utiliser encore et encore et encore avec toutes les valeurs que vous voulez travailler pour y remettre de la conscience et pour y remettre de l'alignement et du coup pour expérimenter beaucoup plus d'enthousiasme et de joie et continuer d'avancer et continuer d'avancer le plus loin possible vers votre vision en fait, vers ce que vous avez envie de vivre au quotidien. C'est aussi un travail qui permet de faire la paix avec cette sensation d'être un imposteur. Parce que évidemment, on a un imposteur quand on prône des valeurs hautes et que en fait, dans la vraie vie, on ne les respecte pas. Donc voilà, c'est un vrai travail qui permet de développer un maximum d'amour de soi en fait. Alors, pour cet exercice, on va faire l'exercice avec un exemple et on va prendre une valeur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la valeur de l'humilité pour cet exemple, parce que je pense que dans nos communautés dans lesquelles on est, c'est une valeur qui en fait est partagée par un bon nombre d'entre nous. Donc, autant partir sur une valeur qui est commune. La première chose que vous pouvez faire, donc c'est déjà choisir une valeur, mais on va choisir la valeur de l'humilité pour cet exercice, mais la première chose que vous pouvez faire, c'est de vous poser la question, et là on va vraiment aborder les valeurs sous la thématique du travail de l'ombre, c'est en rapport avec cette valeur, quelle est la part d'ombre que vous rejetez de vous? Qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas être? Alors pour vous donner quelques pistes, ce qu'on veut surtout pas être en rapport avec une valeur et pourquoi une valeur est si importante pour nous, c'est souvent parce qu'elle nous vient de loin en fait. Elle peut nous venir d'une blessure du passé. Elle peut nous venir d'une croyance qui a été inculquée très fortement par nos parents, par notre éducation, par la société. Et donc, les valeurs qui sont très fortes pour nous ont aussi tendance à pouvoir être, à pouvoir devenir très dogmatiques. On devient très dur et très jugeant vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à ça. Et si on devient dur et jugeant par rapport à ça, eh bien, c'est que souvent, ça vient d'une part de nous qu'on n'a surtout pas envie d'être, qu'on n'a surtout pas envie d'expérimenter. Donc, premier travail à faire, c'est comme le yin et le yang, dans le blanc, il y a du noir et dans le noir, il y a du blanc. Quelle est la petite part de noir qui continue d'exister à travers cette valeur haute et lumineuse que vous prenez et que vous voulez expérimenter au quotidien? Donc, moi, si je reprends par exemple la valeur de l'humilité, pour moi, ça vient de plein d'expériences du passé où mes parents, et notamment mon père, continuaient à me dire encore et encore et encore qu'il fallait que je sois une personne humble, qu'il ne fallait pas que je me vante. C'était ça le truc, c'est la vantardise. Être humble, ça veut dire ne pas me vanter. Ça, c'est la part... ça, c'est la part d'ombre qui est cachée derrière, avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Si on va encore plus loin, et je pense que je posais la question un peu plus tard, c'est aussi, et du coup, comment est-ce que vous vous sentez quand vous ne respectez pas cette valeur-là? Quelle émotion principale émane de ça? Donc moi, si je ne me sens pas en accord et que je sens que je ne respecte pas cette valeur de l'humilité et que du coup, je commence à me vanter, eh bien, je ressens de la honte. Ça, c'est l'émotion principale qui revient encore et encore et encore en lien avec cette valeur-là. Deuxième question à vous poser, c'est, mais du coup, en rapport avec cette valeur-là, qu'est-ce qu'il doit se passer et qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas se passer pour que je puisse
expérimenter d'être en accord avec cette valeur. Donc ça va être des règles, ça va être des comportements, ça va être des choses qui doivent se passer ou pas se passer. Et là, vous pouvez prendre un papier, un crayon et tracer une ligne au milieu et faire 2 colonnes en disant qu'est-ce qui doit se passer et qu'est-ce qui doit surtout pas se passer. Donc si on reprend l'exemple de l'humilité, j'ai noté quelques éléments pour moi qui doivent se passer ou qui doivent surtout pas se passer. Donc par exemple, je dois surtout pas me la péter. Donc ça veut dire que je ne dois pas me mettre en avant. Ce qui est un peu problématique hein, quand on est entrepreneur comme moi et qu'on doit mettre en avant nos services, les résultats que nos clients obtiennent. Donc, c'est un gros travail que je fais moi aussi à ce sujet-là. Et je pense que je ne suis pas la seule. Autre exemple, du coup, je ne dois pas me vanter de quoi? Je ne dois pas me vanter de mes réussites. Un autre comportement, une autre règle d'un point de vue de l'humilité, c'est que je dois me rendre disponible tout le temps pour tout le monde. Sinon, je ne suis pas humble. Ça, c'est mes règles de fonctionnement personnel. Je dois aussi être sympa et accueillante. Mais du coup, pour être sympa et accueillante sans me vanter, sans me la péter, ça veut dire que je ne dois pas non plus être trop vue. Et donc, du coup, je ne dois pas être trop classe, je ne dois pas être trop voyante, je ne dois pas être trop tape à l'œil. Je dois me fondre dans la masse. Voilà quelques règles que inconsciemment je me mettais et sur lesquelles petit à petit je mets de la conscience. Et puis ce qui est génial avec les règles, c'est que il y en a plein qui sont encore dans notre inconscient, donc on n'a jamais fini de remettre de la conscience, on n'a jamais fini de mettre de la conscience et de l'amour et de faire évoluer nos règles pour expérimenter de plus en plus de l'accord vis-à-vis de ça. À chaque fois que vous sentez qu'il y a un petit désaccord, souvent c'est qu'il y a un truc à la con, une règle à la con qui est là et on va regarder comment est-ce qu'on se rend compte si nos règles sont à la con ou pas. Troisième point, troisième question troisième étape, c'est regarder ces règles. Maintenant que vous les avez écrites, maintenant que vous avez écrit ce qui doit se passer, ce qui ne doit pas se passer pour que vous puissiez vous sentir en accord avec vos valeurs, regardez-les, observez-les. Et posez-vous la question, déjà, comment est-ce que vous vous sentez en les regardant? Est-ce que vous vous sentez super bien, enthousiaste, joyeux en disant « Ah bah ouais, c'est génial, parfait, on est hyper en accord, nickel » ou est-ce que vous commencez à sentir un peu de lourdeur là-dedans? Et où exactement? Vous pouvez même sentir dans votre corps quels effets ça a. Et pour ceux qui ont déjà fait l'exercice du body scan, eh bien vous pouvez commencer à poser des questions à votre corps dans la sensation qui est un petit peu tendue à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit à ce sujet-là? Et donc, vous pouvez commencer à observer, du coup, où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements par rapport à ça. Quels sont les dysfonctionnements que vous observez dans ces règles-là? Qu'est-ce que vous voyez faire à cause de ces règles-là? Et donc, vous pouvez aller plus loin et vous poser la question, mais quelles sont les conséquences que j'ai déjà eues dans ma vie actuellement? Ça peut être financièrement, ça peut être dans la carrière, ça peut être dans les relations amicales, familiales, amoureuses, d'un point de vue de la santé. Reprenez un peu tous les différents panels, tous les différents pans de votre vie et posez-vous la question, à force d'avoir vécu en accord avec ces règles-là qui en fait ne m'apportent pas de bien-être, c'est quoi les conséquences dans ma vie actuelle? Et si je continue comme ça va être quoi les conséquences encore plus graves? Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pouvez passer à l'étape numéro 4. Et vous posez la question, mais je pense que vous avez déjà répondu avant, en fait, si je regarde toutes ces règles-là, j'ai combien de pourcentage de chances de vivre en accord avec ma valeur? Et si vous n'avez pas atteint au moins 90%, il y a de grandes chances que votre estime de vous soit au fond du trou ou qu'elle devienne au fond du trou à chaque fois que vous expérimentez de vous heurter à ces règles-là. Et donc, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 5. Et l'étape numéro 5, c'est de revoir ces règles, chacune de ces règles, en utilisant, pour vous aider, par exemple, ces 3 questions. Pour chacune des règles, posez-vous la question, déjà, est-ce que cette règle dépend de moi ou pas?
si elle ne dépend pas de vous et que vous ne pouvez pas la contrôler et que vous avez posé cette règle sur le dos de vos collègues, sur le dos de votre famille, sur le dos des circonstances, genre je serai heureux que s'il fait beau, ça va être un petit peu challengeant, surtout si vous vivez comme moi dans le nord de la France. Auquel cas, peut-être que vous pouvez augmenter vos chances de vous retrouver dans un environnement qui va être beau, où il va faire beau, où il va faire chaud plus souvent. Mais dans tous les cas, il ne va pas faire beau tout le temps. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réadapter cette règle-là? Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cette règle dépend de choses ou de personnes qui sont extérieures à moi? Donc ça, c'est la même question en fait. C'est est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que ça dépend de l'extérieur? Si ça dépend de l'extérieur, si ça dépend des autres personnes, est-ce que je peux modifier mon environnement? Est-ce que je peux aller dans un environnement qui sera plus favorable? Mais aussi, qu'est-ce que je vais faire pour m'assurer que ça ne dépende pas tout le temps de mon environnement? Autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'il y a des règles qui sont en conflit les unes avec les autres? Est-ce que peut-être votre valeur ou est-ce que des règles de cette valeur-là, en fait, viennent en conflit avec, avec des objectifs que vous avez ou avec d'autres valeurs? Donc, par exemple, on va reprendre mon cas personnel, du coup. Dans mes règles à la con de l'humilité, j'ai si on est humble, on ne se met pas en avant. Sauf que je suis entrepreneur et donc je dois faire connaître mes accompagnements, je dois faire connaître mon entreprise pour pouvoir en vivre et pour pouvoir soutenir au mieux et apporter des accompagnements de qualité aux personnes que je coach et que j'accompagne. Donc du coup, clairement, là, il y a un gros conflit. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas réglé mon problème sur l'humilité, de mes règles à la con sur l'humilité, eh bien, je vais m'auto-saboter continuellement et arrêter de me mettre en avant encore et encore et encore. Je vous parle de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui revient à chaque étape où je grandis. C'est une espèce d'élastique qui, j'en coupe un et hop, il y en a un, je me rends compte qu'il y en a un autre qui est là encore et encore et encore. Et vous aussi, vous avez peut-être ces élastiques qui se tendent à chaque fois que vous grandissez. Donc, ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est de ne pas faire de l'autoflagellation tout le temps en se disant « Oh mon Dieu, j'ai des règles à la con et je m'aime pas et je ne suis pas parfait. Et du coup, si je ne suis pas parfait, je ne m'aime pas encore et encore et encore et je ne serai jamais assez parfait. » Donc, encore un exemple de règle à la con. C'est que pour m'aimer, je dois être parfait. Et de remettre de l'amour et de remettre de la conscience. Et pour ça, moi, une stratégie que j'ai utilisée, en tout cas une règle qui me porte maintenant, c'est de me dire, eh bien, en fait, si je suis en train d'expérimenter, de ne pas être en accord avec une de mes valeurs, c'est sûrement que j'ai grandi. C'est sûrement que j'ai évolué. Et c'est sûrement que du coup, mon système de croyance doit évoluer lui aussi pour pouvoir me porter plus loin, pour pouvoir continuer d'évoluer. Donc, c'est pas que je suis nulle, c'est que j'ai grandi. C'est que je suis en train de devenir encore une nouvelle version de moi. C'est que j'ai envie d'aller expérimenter des nouvelles choses et du coup, ça vient encore tirailler sur certains endroits. Et c'est l'occasion d'aller regarder où ça tiraille. Et c'est l'occasion d'aller faire mon travail de l'ombre, par exemple à travers cet exercice-là, pour aller regarder quelles sont les valeurs qui tiraillent, qu'est-ce que ça dit de moi sur les parts de moi que je n'aime pas, quels sont les attendus que j'ai pour pouvoir vivre en accord avec cette valeur-là, qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qui ne doit pas se passer. Et puis dans les règles de ce qui doit se passer et qui ne doit pas se passer, qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont en conflit les uns avec les autres ou pas? Et comment est-ce que je peux modifier ces règles, puisque du coup, si elles dépendent de nous, on peut les modifier. Il n'y a pas un grand chef en chef à plume qui nous dit toi, tu dois vivre en accord avec ça ou ça ou ça. En fait, c'est nous qui définissons nos propres règles. C'est nous qui nous autoflagellons, c'est nous qui nous enfermons nous-mêmes.
personne d'autre. Et on a du coup le loisir du fait de savoir qu'on est responsable de nos propres systèmes de croyances, qu'on est responsable de nos propres règles qu'on se fixe par rapport à nos valeurs, qu'on a choisi nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment. Mais ça veut donc dire qu'on a tout le loisir de pouvoir remettre de la conscience dans les valeurs qu'on choisit. On a tout le loisir de pouvoir remettre de la conscience dans les règles qu'on choisit de mettre pour expérimenter au quotidien les valeurs qui sont importantes pour nous. Et ce travail-là permet véritablement de refaire un travail d'intégration des différentes parts de nous, de refaire un travail de développement de notre estime personnelle, de notre amour pour nous. Et plus on apprend à s'aimer, malgré nos imperfections, plus on apprend à grandir, à évoluer, à accepter qu'on teste, on expérimente. Parfois, on est en accord et puis ça nous porte pendant un temps. Et puis après, on retrouve un déséquilibre, on retrouve un désaccord. Et on fait ce travail pour remettre de l'alignement. Et plus on accepte que c'est un travail d'expérimentation de je teste, ça ne marche pas. Ça marche pendant un temps, ça ne marche plus, je m'adapte. Et plus on développe de la flexibilité, plus on développe de l'adaptabilité, plus on peut évoluer vite et plus aussi on développe de la compréhension, de l'ouverture et de l'amour pour les autres et pour l'humanité. Et donc plus on peut évoluer dans un environnement où on devient nous lumière, qui permet aux autres de se sentir aimés et de faire leur propre travail. Parce que sinon on les aime malgré leur ombre, sinon on les aime encore plus loin avec leur ombre, et sinon on va encore plus loin et qu'on aime les autres et qu'on aime carrément l'ombre des autres à eux aussi, alors on peut permettre à ces personnes-là de remettre eux aussi de l'amour dans leur part d'ombre, de faire eux aussi leur part de travail, d'aller remettre de l'amour, remettre de la flexibilité, remettre de l'agilité, remettre de l'évolution dans leur propre système de valeurs. Et là, on peut commencer à grandir ensemble. Là, on peut commencer à créer un monde qui est drastiquement meilleur. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler ici et faire encore plus de philosophie parce que c'était déjà long. Mais je voulais absolument faire ce travail avec vous, de regarder sous le prisme de comment est-ce qu'on peut couler le bateau complètement et s'assurer d'être vraiment très malheureux au nom pourtant de valeurs qui sont élevées, qui sont hautes et qui sont là pour soutenir notre propre bonheur et j'imagine aussi le bonheur et le bien-être autour de nous, que ce soit vis-à-vis des humains, vis-à-vis de l'écologie, de la planète, des animaux, de tout en fait. Une fois qu'on a regardé comment couler le bateau, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire différemment et comment est-ce qu'on peut remettre de l'amour, de la conscience, de l'évolution et de l'adaptabilité pour être plus heureux au quotidien et surtout aussi pour continuer de grandir, continuer d'évoluer et continuer d'impacter le monde et de contribuer dans le monde parce que je pense que chacun d'entre nous, en tout cas ça c'est ma croyance qui me porte, je pense que chacun d'entre nous n'est pas purement égoïste et a aussi envie d'apporter sa pierre à l'édifice et de contribuer à un monde meilleur. Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine fois. Et puis si jamais vous voulez échanger un peu plus loin ou expérimenter cet exercice, n'hésitez pas à me retrouver, soit moi, soit d'autres personnes, et de poursuivre ce travail.